Bonjour à tous. Donc, on commence cette matinée par la première présentation de Dr Jean-Luc Micol, qui va nous présenter l'hématopoïèse de signification indéterminée. Donc, je rappelle Dr Jean-Baptiste Micol, il est hémato-oncologue, membre du comité d'hématologie de Gustave Roussy pour les hémopathies myéloïdes chroniques, plus particulièrement les syndromes myélodysplasiques et leucémie aiguë. Il est aussi médecin-chercheur au sein de l'unité de recherche INSERM UMR 1287 autour des cellules souches hématopoïétiques et développement des hémopathies myéloïdes. Donc je vous donne la parole et merci pour votre présence. Eh bien, merci beaucoup déjà de l'invitation et au comité d'organisation de m'avoir invité. Et je suis très heureux de parler d'hématopoïèse clonale. Alors vous allez voir, effectivement, je travaille à Gustave Roussy. Donc Gustave Roussy, c'est un centre anticancéreux. Et donc ma thématique est orientée sur les chips via en fait le côté hémopathie induite. Et donc on va parler pas mal de leucémie aiguë et de myélodysplasie secondaire au traitement et du rôle de l'hématopoïèse clonale dans ce cas-là. Donc d'abord, pour rappel, comme vous le savez tous, le diagnostic d'une leucémie aiguë myéloïde ou d'une myélodysplasie est basé bien sûr sur la cytologie, qui reste indispensable pour le diagnostic, et on peut s'aider de la cytométrie en flux pour le diagnostic ou pour le pronostic, pour suivre les patients, de la cytogénétique pour le pronostic. Mais c'est vrai qu'avec la diminution des coûts du séquençage, quand on pense qu'il y a une vingtaine d'années, pour séquencer un patient, ça coûtait des milliers d'euros. Aujourd'hui, on arrive avec des panels dédiés, d'avoir une cartographie assez représentative du spectre mutationnel qu'on trouve au diagnostic d'une leucémie aiguë myéloïde. On connaît la plupart des gènes responsables de la maladie, et maintenant, en fonction des centres, en fonction des pays, on est amené à faire du NGS de façon assez systématique au diagnostic. Et ce d'autant plus qu'on a découvert il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, beaucoup de gènes d'épigénétique, qui sont des mutations qu'on ne connaissait pas avant et on va voir après qui sont d'intérêt dans les hématopoïèses clonales. En effet, pour caractériser les leucémies aiguës, en gros, on va dire qu'il y a une centaine de gènes connus et qui se regroupent en familles de gènes. Et on a à peu près 7 familles de gènes, et souvent il n'y a pas plus d'une mutation dans cette famille, même s'il y a quelques exceptions. Et dans la suite de la présentation, les mutations qui vont nous intéresser, c'est surtout les mutations qu'on retrouve dans les gènes de la réparation, et notamment les mutations sur le gène P53, mais pas seulement, aussi PPM1D, qui est un gène de la réparation et qui interagit avec P53. Et puis des mutations d'épigénétique, c'est-à-dire des mutations, comme je disais, assez nouvelles, qui en fait n'entraînent pas une altération de la séquence d'ADN, mais plutôt de son expression en modifiant ce qu'on appelle l'épigénétique. Et ça, c'est les mutations d'IDH, d'NT3A, TET2, dont on va parler après. Alors, ce qui est intéressant dans les leucémies aiguës myéloïdes, c'est qu'en fait, il ne faut pas beaucoup de mutations driver pour entraîner la maladie. Il suffit de 3 à 5 mutations pour que le patient soit malade. Et ça, c'est assez important parce que le côté leucémie aiguë, il y a le côté aigu. Donc, et cliniquement, c'est quelque chose qui arrive très vite. En général, le patient raconte qu'il a ses symptômes quelques semaines avant d'être malade. Mais ce n'est pas des années avant, c'est juste quelques semaines avant d'être malade. Il n'est pas malade, et puis d'un coup, paf, les symptômes de la maladie. Et ça contraste vraiment avec la biologie. Parce qu'en fait, on s'est aperçu, notamment grâce justement au séquençage, que ce phénomène peut prendre des années. Et en fait, le patient peut avoir des mutations des années avant, qui grossissent au cours du temps, il peut acquérir d'autres mutations, et c'est la dernière mutation qui induit les symptômes cliniques.
Et ça, là-dessus, le NGS nous aide aussi pour reconstruire l'histoire du patient avec ce qu'on appelle la fréquence allélique, c'est-à-dire le nombre de cellules mutées sur le nombre de cellules totales, la VAF, dont on parlera après. Et là, par exemple, dans ce cas-là, on s'aperçoit que la mutation d'MT3A est présente dans quasiment toutes les cellules du patient, alors que la mutation FLT3 est arrivée en dernier, elle est présente que dans 60% des cellules. Alors comme c'est des mutations hétérozygotes, c'est plutôt 30% et 50%, mais ça nous permet de reconstruire l'histoire de la maladie grâce au NGS. Alors, parce qu'on va en parler derrière et parce que, alors évidemment parce que je travaille avec Gustave aussi et que c'est mon topic d'intérêt, mais aussi parce que c'est un modèle de compréhension de la leucémogénèse. Je vais introduire un peu des données sur les hémopathies induites, qui sont en fait les leucémies aiguës ou les myélodysplasies qui arrivent après un traitement cytotoxique, que ce soit de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Et on sépare encore entre MDS et LAM cette entité. Et récemment, dans la nouvelle classification, a été rajouté certains médicaments dont je vais parler après, qui sont les PARP inhibiteurs, comme étant potentiellement responsables d'hémopathie induite. Alors, les hémopathies induites, c'est très rare. Hein. Ça arrive dans moins d'1% des cas, heureusement, parce que sinon, vu le nombre de cancers qui sont traités aujourd'hui, grâce à la diminution de l'intensité des traitements, on a une incidence qui reste faible. Mais nous, quand on prend en charge les patients atteints de leucémie aiguë ou de myélodysplasie, qui sont aussi des maladies très rares, ça représente quand même un pourcentage non négligeable de patients, 10 à 20% de nos patients. Pourquoi ? Parce qu'on traite de mieux en mieux les cancers, les gens survivent de mieux en mieux, mais malheureusement, du coup, ils peuvent avoir plus d'effets des traitements des cancers. Et malgré les avancées récentes, vous voyez que dans quasiment tous les cancers, il y a un surrisque d'avoir une leucémie aiguë ou une myélodysplasie dans les suites d'un traitement par chimiothérapie. Alors après, évidemment, quand vous changez vos protocoles, et ça c'est l'exemple des maladies d'Hodgkin qu'on connaît bien, ou aussi les LAM3 où on utilise de moins en moins de chimiothérapie, vous voyez, ça c'est notre registre des leucémies induites, myélodysplasie induite sur Gustave Roussy, et vous voyez pour les maladies de Hodgkin que dans les années 80-90, on avait un nombre très important d'hémopathies induites, et puis avec la diminution de la chimio, la réduction des champs d'irradiation, on voit vraiment que cette incidence a décru de façon majeure. Donc quand on change les traitements du cancer, on peut diminuer l'impact négatif de celui-ci. Dans les hémopathies induites, il y a deux mécanismes. Il y en a un qui arrive assez rapidement en fait, ça représente un tiers des patients et c'est un phénomène qui arrive dans les premières années post-cancer et c'est lié en fait à une induction directe d'un point de cassure sur un gène par la chimiothérapie qui entraîne la maladie. C'est bien décrit comme vous le voyez ici dans les LAM3 induites par exemple, où les points de cassure sont spécifiques de la chimiothérapie. Donc ce mécanisme représente un tiers des patients. Et ces patients, ils ont plutôt un pronostic qui ressemble un peu au de novo, parce qu'en fait, il y a des LAM-CBF qui sont plutôt bons pronostics, des LAM3, bon, il y a quelques LAM-MLL qui sont de moins bons pronostics, mais globalement, c'est des patients qui sont plutôt de bons pronostics. Et ça s'oppose aux hémopathies induites post-traitement par alkylan, qui représentent 2 tiers des patients, qui arrivent beaucoup plus tardivement, 5 à 7 ans après. Et là, c'est plus des LAM, MDS avec des mutations P53. Et le phénomène qui entraîne ces maladies, c'est plus de la sélection clonale, c'est-à-dire qu'il y aurait un clone présent avant, la chimiothérapie le ferait s'expandre et le patient devient malade. Et ça, malheureusement, comme vous voyez sur la courbe verte, sur une série qu'on a publiée il y a quelques années, les mutations P53 ont un pronostic extrêmement défavorable. Alors comme je le disais, si vous avez du sang d'un patient atteint de leucémie aiguë myéloïde ou de myélodysplasie induite par les traitements au stade du cancer, et que vous séquencez au stade du cancer
là, vous recherchez au stade du cancer la présence de gènes, bah, vous apercevez quasiment tout le temps, 8 fois sur 10 pour les P53, que vous retrouverez une mutation P53 déjà présente au stade du cancer, mais avec une fréquence allélique beaucoup plus inférieure, qui s'expand avec les traitements et entraîne la maladie. Ça a été très bien montré dans les modèles de souris P53, où vous prenez en fait 20% de cellules P53 et 80% de cellules wild type que vous greffez à une souris. Quand vous exposez la souris à de la chimiothérapie, ben le P53, la proportion de P53 augmente au cours du temps. Donc, pourquoi les hémopathies induites, son intérêt, et pourquoi je parle de ça dans le topo, bah parce qu'en fait, dans les hémopathies induites, dans la plupart des cas, on pense qu'on a une mutation présente avant, et qu'il y a certains facteurs, et on le verra, bien sûr les facteurs de chimiothérapie, qui vont entraîner cette augmentation, cette expansion du clone et la maladie. Donc en fait, ça voudrait dire qu'on peut avoir déjà des anomalies avant sans être malade. Et ça nous amène aux chips. Alors avant de parler des chips en hématologie, il faut savoir qu'en fait, ce n'est pas un phénomène qui est spécifique du sang. Si vous regardez la peau, l'œsophage, et ça a été publié maintenant dans plusieurs tissus, et ben vous trouverez des mutations sans que le patient soit malade. Ça, c'est un exemple, un premier papier qui était assez joli sur des biopsies de peau. Et à gauche, vous voyez en bleu clair de la peau dite normale, et pourtant, il y a des mutations qui sont un taux de mutation qui sont quasiment au même niveau que par exemple ce qu'on retrouve dans les LAL, dans les cancers de l'ovaire. Donc il y a un taux de mutation qui est important, qui est un peu inférieur à ce qu'on voit dans d'autres cancers cutanés comme les mélanomes, mais déjà il y a des mutations. Et quand vous regardez, là ça c'est 1 cm² de peau, pour vous donner l'idée des mutations, vous apercevez qu'en fait il y a à peu près 30% des cellules qui ont des mutations, et pourtant le patient n'a pas de cancer cutané. Et par exemple, la surexposition au soleil, ben, les gens qui sont surexposés au soleil, quand vous faites des biopsies de peau, vous apercevez qu'ils ont plus de mutations que les gens qui ne sont pas exposés au soleil. Donc on peut avoir sur n'importe quel tissu des anomalies présentes qui persistent sans qu'on soit malade. Alors dans le sang, ce qui nous intéresse, ça a été très joliment montré, ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que ces papiers ont été publiés. Principalement, alors il y avait 4 papiers, mais principalement 2 papiers dans le New England, où en fait, dans des populations de patients qui n'avaient pas de maladie hématologique, pas de cancer, alors c'était soit des diabétiques, soit des populations de schizophrènes, parce qu'ils avaient des échantillons sanguins disponibles et un follow-up assez long pour voir le devenir des patients. Les gens ont testé dans le sang de ces patients, ont recherché dans le sang de ces patients des mutations somatiques hématologiques. Alors par des techniques initialement qui étaient plutôt du whole exome, ce qui explique la sensibilité assez médiocre initialement de ces techniques, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que, avec l'âge, vous avez une augmentation de l'incidence de mutations dans les cellules sanguines des patients, et c'est quelque chose qui est assez commun, parce qu'on s'aperçoit qu'à plus de 65 ans, il y a 10% des gens dans la population générale, sans qu'ils soient malades, sur le plan du cancer, sur le plan hématologique, qui ont des mutations dans le sang. Et alors ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le type de mutation que c'est, certes c'est des mutations somatiques qu'on retrouve d'habitude dans les hémopathies myéloïdes, surtout, mais c'est surtout des mutations d'épigénétique, principalement DMT3A. Vous voyez que la proportion de DMT3A est majeure. TET2 et SXL1, ces 3 mutations représentent 75% des mutations retrouvées dans les chips. Et puis après, il y a d'autres types de mutations. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes mutations que celles qu'on retrouve au stade de leucémie ou de myélodysplasie. Malheureusement, ces patients, quand la fréquence allélique des mutations est supérieure à 10%, ont plus de maladies hématologiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont certes plus de leucémie aiguë, mais aussi certes plus de lymphome. Donc, ce n'est pas spécifique de maladies myéloïdes. Et puis, et ça c'était assez inattendu, les gens meurent plus, mais ils meurent plus aussi d'autres causes, et notamment de causes cardiovasculaires. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez intriguant
quand les premiers papiers sont sortis, parce que ces patients, ok, on ne s'attendait pas à ce qu'ils meurent plus de complications cardiovasculaires, et on en parlera un peu plus tard. Et donc ça, l'existence de ces anomalies dans le sang, la WHO 2022 a formellement reconnu cette entité comme étant un état pré-myéloïde qui s'appelle une CHIP, une hématopoïèse clonale de signification indéterminée, qui correspond à la présence de mutations somatiques dans le sang de patients ou de personnes qui ne sont pas malades sur le plan hématologique et qui n'ont pas d'hémopathie, avec une fréquence allélique supérieure à 2%. Si le patient a des cytopénies, ça s'appelle une cytopénie clonale d'origine indéterminée. Et donc il y aurait peut-être une sorte de continuum entre la CHIP jusqu'au stade de leucémie aiguë. Alors quand la fréquence allélique est inférieure à 2%, on appelle ça un peu comme on veut, il y a de plus en plus on parle de microchip. Bon, c'est pas très joli, mais on parle de microchip. Et puis, après, il n'y a pas de seuil supérieur, mais comme je vous ai dit, les seuils à partir desquels souvent c'est symptomatique sont plus élevés que 2%. Donc la question c'est, est-ce que en fait, ces chips sont des états pré-leucémiques? Alors sans doute un peu, mais pas tout le temps, parce que les leucémies aiguës myéloïdes, ou myélodysplasie, c'est des événements rares. Ça, c'est des données d'Angleterre, du Royaume-Uni, mais ça correspond à peu près à la France en termes de population, par exemple, et on est à peu près à 3000 cas de nouvelles leucémies aiguës myéloïdes par an. Donc on a 10% de patients de plus de 65 ans qui ont des mutations dans leur sang, mais en fait on n'a pas beaucoup, heureusement, de leucémie aiguë myéloïde. Donc on se doute bien que si c'est un état pré-leucémique, ce n'est pas pour tout le monde. D'autant que si on regarde avec des techniques beaucoup plus sensibles, c'est-à-dire les premières techniques, comme il y avait pas mal d'exomes ou de génomes, le seuil de détection c'était 2%. C'est pour ça qu'on a fixé ce seuil à 2% pour les chips. Mais si vous prenez des techniques beaucoup plus sensibles et que vous allez regarder de façon beaucoup plus profonde, vous apercevez que quasiment tout le monde a des chips, mais à des seuils très bas, 0,1%, 0,0. Voilà. Et donc ça serait quelque chose que tout le monde aurait dans son sang, mais qui ne parlerait pas chez tout le monde. Donc non, probablement, toutes les chips ne sont pas un état pré-leucémique. Et il y a un très beau papier qui a été publié, je pense l'année dernière, non, il y a 2 ans, où déjà on se pose la question, parce que je vous ai dit il y a plus de maladies hématologiques, mais c'est des lymphomes, c'est des hémopathies lymphoïdes, lymphomes et des hémopathies myéloïdes. Et donc dans ce papier, ils ont séparé des chips dites lymphoïdes de chips dites myéloïdes. Alors je vous épargne la liste, mais en tout cas, les deux augmentent avec l'âge. Vous voyez en rouge que les chips myéloïdes augmentent plus en incidence avec l'âge que les chips lymphoïdes, elles sont moins nombreuses. Mais les deux sont associés à des événements hématologiques qui suivent. Pour les chips myéloïdes, plus d'hémopathie myéloïde, mais pour les chips lymphoïdes en bleu, pareil, plus d'hémopathie lymphoïde. Donc en fonction du type de chip, vous pouvez avoir un événement qui soit myéloïde, soit lymphoïde, même si les événements lymphoïdes semblent largement inférieurs aux éléments myéloïdes. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut prédire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être capable de dire qui va avoir une maladie hématologique plus tard? Il y a 2 très beaux papiers qui ont été faits il y a maintenant à peu près 5 ans sur des énormes cohortes de patients. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est des cohortes de patients, de surveillance de patients atteints de cancer et une cohorte aussi de patients transfusés. C'est 200 000 à 400 000 patients quand même, hein, avec du suivi, chez qui ils avaient des échantillons de sang des années avant. Et sur les 200 000 à 400 000 patients, en fonction des études, ils avaient 200 à 300 leucémies aiguës ou myélodysplasie, et donc ils ont pris le sang des patients des années avant, et ils ont regardé les chips dans ces populations. Alors ils n'ont pas regardé chez tout le monde, ils ont pris la centaine de cas qui s'est transformé, ils ont matché avec une centaine de cas de patients qui ne sont pas transformés. Et comme vous le voyez en haut, les patients qui vont faire la leucémie aiguë,
ils ont déjà, des années avant, beaucoup plus de mutations. Il y a beaucoup plus de mutations qu'en dessous les contrôles, qui eux vont pas faire de leucémie aiguë. Ils ont plus de mutations, et puis ils ont la fréquence allélique de ces mutations est plus importante. Ceux qui vont faire la leucémie aiguë, des années avant, ils avaient déjà les mutations présentes avec des taux plus élevés. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils se sont aperçus que toutes les mutations n'allaient pas entraîner la leucémie aiguë ou la myélodysplasie. Par exemple, les mutations P53, IDH2, RUNC5, quasiment tout le temps, tous les patients qui avaient déjà ces mutations des années avant, à un moment donné, ils ont fait la maladie hématologique, alors que pour DMT3A tête 2, c'est beaucoup moins clair. Et donc ça, c'est assez... moi, je fais de la leucémie aiguë depuis quelques temps, mais quand j'ai commencé la médecine, je m'étais dit que peut-être j'arriverais à guérir les leucémies. Déjà, c'est pas gagné. Mais à prédire le fait qu'une leucémie va arriver, jamais j'aurais pensé à ça, quoi. C'est quand même un truc assez hallucinant. Parce que pour moi, c'était un truc, c'est la faute à pas de chance, quoi. Ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Là, on se dit, mince, on peut peut-être prédire. Bon, c'est de la recherche, hein, on n'est pas encore dans la clinique. Il n'empêche, il y a un score qui vient d'être publié, associé à d'autres scores qui vont arriver aussi, sur des données, alors encore une fois, 400 000 patients de la UK Biobank, donc 200 000 patients et puis une cohorte de validation de 200 000, où ils ont regardé l'incidence des chips. Donc c'est des gens qui ne sont pas malades, hein, c'est des gens sans cancer, pas malades. Et ils ont créé un score de transformation en leucémie aiguë, myéloïde ou syndrome myélodysplasique en fonction de variables que vous voyez ici qui sont très simples. C'est-à-dire l'âge du patient, le cut-off c'est 60 ans. Les anomalies biologiques, est-ce qu'il y a des cytopénies ou non? La taille des globules, le VGM, l'indice de distribution des globules. Après, le type de mutation. Il y a des mutations dites à haut risque. Ces mutations à haut risque, c'est les mutations du splice. Donc c'est SF3B1, SRSF2. Des mutations connues dans les LAM comme IDH, RUNC5, JAK2. Et puis P53 qui ne sortait pas dans leur cohorte, mais c'était tellement connu P53 qu'ils l'ont rajouté quand même dans leur score. Et puis après, la fréquence allélique des mutations. Alors là, ils n'ont mis pas le cutoff à 10%, mais à 20%. Et puis après, l'association de mutations. Si vous avez plus d'une mutation, enfin une mutation versus plusieurs mutations. Et chose intéressante, DMT3A dans leur score, ça diminue le risque. Enfin, alors c'est pas vrai que ça diminue le risque d'hémopathie induite. Quand vous avez une mutation de DMT3A, vous avez un peu plus de risque qu'une population générale. Mais par rapport à toutes les autres mutations, c'est vraiment très minoritaire, le surrisque lié à DMT3A. Et donc, il y a 3 catégories de patients. Et comme vous pouvez le voir là, en rouge, il y a une population qui est dite la population à très haut risque, qui a vraiment un très haut risque de faire une leucémie aiguë ou une myélodysplasie. On est à 25% à 5 ans, à 50% à 10 ans. Donc c'est quand même énorme. Ça veut dire en fait, si quelqu'un est classé au risque, vous êtes quasiment sûr que dans les 10 ans, il y a une chance sur 2 qu'il fasse une hémopathie induite, enfin une leucémie pas induite, une leucémie aiguë ou une myélodysplasie. Mais cette population-là, sur 200 000 patients, c'est que 123 patients. C'est vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut screener beaucoup de patients pour trouver ceux qui vont transformer. Ça représente 0,6 pour 1000 de l'ensemble de la cohorte. Donc c'est quand même assez rare. Et donc ça montre bien quand même que c'est des très beaux papiers recherche. Mais en pratique, c'est un peu compliqué de se dire qu'on va screener l'ensemble de la population générale pour deviner leur risque de leucémie. Alors c'est super bien fait, il y a une application web. Donc en fait, si vous avez un patient qui a une chip, vous pouvez mettre sur l'application web et puis ça vous prédit son score. Ok. Maintenant, ok, les chips. Mais pourquoi des chips? Pourquoi on a des chips? Parce qu'il y a des facteurs de risque de chips. On a commencé à le voir, l'âge. Plus on est âgé, plus on a des chips. Et alors, c'est quasiment toutes les chips. Pour le coup, il n'y a pas une chip plus qu'une autre. Plus on est âgé, plus on a des chips. Et quand on regarde le type de mutation, vous savez, il y a des mutations sur certains acides aminés, des types de mutations spécifiques de l'âge, en fait. Et vraiment, la signature d'âge dans les chips, ça sort tout le temps. Le type de mutation, il y a vraiment une signature d'âge. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'âge.
Et puis quelque part, ça paraît logique, plus on vieillit, plus le corps, à force de réplication, fait des erreurs. Et puis plus on a des erreurs, plus le risque c'est que le corps ne les élimine pas. En plus, on sait qu'avec l'âge, le pool de cellules hématopoïétiques diminue. Donc globalement, c'est quelque chose d'assez attendu que notre corps ait des erreurs. Et puis en plus, quand il y a des mutations, souvent, ça donne un gain de fonction aux cellules. Donc en fait, par rapport à des cellules normales, elles sont plus fortes et donc elles prennent plus de place. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez logique et qui est bien imagé sur cette photo, parce qu'on sait que le fait de faire des voyages dans l'espace, ça vous fait vieillir en fait. Vous voyez les deux là, c'est des jumeaux. Alors vous essayez de deviner lequel est allé dans l'espace et lequel n'est pas allé dans l'espace. C'est deux astronautes. Ouais, c'est le moustachu là. Il a le même âge, hein, c'est son frère jumeau, sauf que lui, il a voyagé dans l'espace pendant pas mal de temps comparé à son frère. Et vous voyez qu'il a un faciès qui fait qu'il est plus âgé. Et en fait, alors bon, c'est de l'ordre du case report, mais ils ont séquencé plusieurs astronautes qui sont allés dans l'espace ou pas allés dans l'espace. Et ceux qui sont allés dans l'espace, ils ont plus de chips que ceux qui ne sont pas allés dans l'espace. Donc vraiment, l'âge, c'est quelque chose qui influe sur les chips. Alors, est-ce qu'on peut avoir des prédispositions qui conduisent à l'apparition des chips? Alors ça, c'est des énormes papiers qui ont été publiés récemment, et effectivement, il y a des variants, des SNP, des SNP, des variants sur certains gènes qui augmentent le risque d'avoir des chips. Par exemple, TERT, c'est le gène de la télomérase. Quand vous avez des mutations de TERT somatiques, génétiques, constitutionnelles, vous avez plus de risques d'avoir des chips. CHEK2, TET2, ça c'est uniquement pour les patients d'origine africaine. Et à l'inverse, TSLA, lui, semblerait diminuer le risque de progression des chips. Donc oui, il pourrait y avoir des prédispositions génétiques, mais c'est vraiment assez minoritaire. C'est quelque chose qui représente, vous voyez, ça fait un surrisque de 1 à 2, c'est pas énorme en termes de surrisque. Mais ça peut exister. Et ça existe surtout dans les pathologies congénitales qui sont soit connues pour donner des maladies hématologiques. Alors c'est un peu toutes les pathologies congénitales, toutes les prédispositions génétiques qu'on connaît aux maladies hématologiques, et notamment Runxin. Vous savez que les déficits constitutionnels de Runxin, qui sont les FPD-AML, qui sont des maladies très rares, mais conduisent à des leucémies aiguës ou des myélodysplasies. Et vous voyez là en vert que c'est les patients qui ne sont pas malades encore, qui ne sont pas symptomatiques, et pourtant ils ont déjà, en plus de la mutation Runxin, des mutations, des MT3A, TET2, des chips en fait. Donc en fait, le fait d'avoir une prédisposition génétique à une maladie vous conduit à avoir des chips, et derrière à la transformation. Ça c'est un travail qu'on avait fait avec les collègues du labo, où il y a une prédisposition génétique très particulière dans les populations antillaises. Et pareil, les patients porteurs de la prédisposition à TGE2, BGSKIP, qui après feront des myélodysplasies, des syndromes myéloprolifératifs ou des leucémies aiguës, sans être malades, ils ont déjà des chips qui apparaissent. Donc oui, quand on a une prédisposition génétique à des hémopathies, on peut avoir aussi plus de chips. Et puis après, il y a d'autres facteurs de risque qui sont connus. Le tabac, alors on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin c'est pas illogique, hein, l'exposition au benzène, on sait que il y a des choses qui tournent autour d'exposition au benzène et risque de leucémie aiguë. Donc le fait de fumer, ça peut, on peut comprendre que ça augmente les chips. Alors pourquoi ASXL1, on ne sait pas trop. Mais c'est surtout ASXL1, ce n'est pas toutes les chips. Et puis il y a des différences entre hommes et femmes. A priori, les hommes ont un peu plus... Alors ils n'ont pas globalement plus de chips, mais enfin, il y a des mutations qui semblent plus prédominantes chez les hommes, comme SRSF2, U2AF1, DMT3A, que chez les femmes, où là, il y a peut-être un peu plus de DMT3A, DMT3A un peu plus chez les femmes, et chez les hommes, d'autres types de mutations. Donc des petites différences de sexe qu'on n'explique pas non plus, pour l'instant. Mais donc voilà, il y a des facteurs de risque des chips. Donc, un petit point quand même sur cette première partie, parce qu'après on va aller plus en avant, mais pour revoir ce qu'on a vu. Donc la définition de la chip, bon, je pense que tout le monde maintenant est d'accord, c'est la présence de mutations somatiques. Alors c'est pas défini, le panel, le type de mutation n'est pas défini, mais c'est toutes les mutations qu'on retrouve dans les hémopathies myéloïdes ou lymphoïdes. Chez des gens qui ne sont pas malades, prise de sang normale, avec un seuil de détection à plus de 2%.
c'est quelque chose qui est très commun dans la population générale. Donc si on détecte une chip, il ne faut pas dire aux patients, attention, vous avez la leucémie qui va arriver bientôt. Parce que pour les 3/4, c'est des mutations d'NDM-tétrosate, TET2 et CXL1 qui ont probablement un faible risque de transformation. Pour l'instant, ce qu'on a vu dans les facteurs contributifs à ces chips, c'est l'âge surtout, hein, principalement l'âge, mais aussi peut-être des prédispositions génétiques et le fait de fumer. Et puis, ce n'est pas une maladie. Hein. Comme je disais, la chip, ce n'est pas une maladie, c'est un facteur de risque de maladie. Et on a des scores qui nous permettent de prédire l'apparition d'hémopathie myéloïde. Et puis, on en reparlera plus tard, mais on a vu au début, en fait, les gens meurent aussi avec des chips d'autres problèmes, et notamment des problèmes cardiovasculaires. Bon, mais moi, je vous ai dit que je m'intéressais aux chips dans le cadre du cancer, donc il y a sans doute une raison pour laquelle je fais ça, et pour laquelle je suis arrivé à travailler là-dessus. C'est qu'en fait, et ça c'était assez inattendu, on s'est aperçu que l'incidence de chips chez les patients atteints de cancer était énorme. 25% des patients qui ont des cancers ont des chips. Dans la population générale, je vous ai dit avant, on est à peu près à 6%. Là, à 25%. Alors, sur les premiers papiers, ou le papier Princeps du MSK, il disait que c'était vraiment lié à l'âge et qu'il n'y avait pas d'augmentation des chips en fonction du type de cancer. On est en train de revenir un peu à ça quand même, parce qu'on a l'impression qu'il y a certains types de cancers dans lesquels il y a plus de chips et d'autres, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de gros papiers publiés autour de ça. L'idée générale initiale, c'était de voir en fait la grosse différence par rapport aux chips de la population générale, c'est qu'il y avait plus de chips dans les gènes de la réparation, dans les mutations des gènes de la réparation qui sont PPM1D et P53. Et pareil que la population générale, quand vous avez des chips, vous mourrez plus parce que vous faites plus d'hémopathie induite, pour le coup, mais aussi d'autres choses. Alors, une des explications pour expliquer cette augmentation de l'incidence, c'est effectivement les traitements du cancer. Et là, on voit très bien sur ce graphique, vous voyez 3 populations différentes. Une population en bleu clair qui n'est pas malade, une population en rose qui est malade mais qui n'a pas c'est des lymphomes, mais qui n'a pas eu de traitement hématologique, et puis en bleu des patients qui ont été traités, c'est des autogreffes. Et vous voyez clairement une augmentation de l'incidence chez les patients qui ont reçu de la chimio par rapport aux autres sur P53 et sur TET2. Donc vous voyez vraiment que les traitements augmentent ces mutations, et à droite vous voyez exactement la même chose. Là c'est sur une cohorte de 60 000 patients atteints de cancer. Vous voyez quand on est traité versus quand on n'est pas traité que les gènes qui augmentent, c'est les mutations sur les gènes qui augmentent, c'est les mutations des gènes de la réparation P53, PPM1D. Alors après, c'est pas avec tous les traitements. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en étudiant ces populations atteintes de cancer, on s'est aperçu que c'est beaucoup la radiothérapie externe et les radionucléides. Et puis dans les chimios, c'est beaucoup les inhibiteurs de topoisomerase 2 et les alkylants. Mais c'est pas trop les autres traitements. Comme vous le voyez là, c'est des modèles sur des lignées pour PPM1D. En fait, on ne voit pas très bien, mais par exemple, la vincristine n'augmente absolument pas l'incidence des chips. A l'inverse, vous mettez du cisplatine, voilà, ça vous augmente la proportion de chips. Alors, la question qui se pose, c'est de dire, ok, d'accord, les alkylants, ouais, c'est bien, mais nous, on fait moderne, on va diminuer la toxicité des traitements, donc les nouveaux traitements, ça ne va plus faire de chips, donc ça ne va plus faire de leucémie aiguë induite, donc on n'aura plus ces problèmes. Et donc ça, moi, à Gustave Roussy, je m'intéresse à ça. Alors, il y avait la question de l'immunothérapie, qui est une vraie question, parce que notamment, vous prenez dans le mélanome, il y a vraiment un changement drastique dans la prise en charge de ces patients depuis 15-20 ans, avec disparition des chimiothérapies, initialement des traitements ciblés, et puis de l'immunothérapie. Et de façon intéressante, les gens ils survivent beaucoup mieux dans le mélanome maintenant, tant mieux. Et puis surtout, ils survivent mieux, mais ils n'ont pas plus de leucémie aiguë ou pas plus de myélodysplasie. Et il y a un très beau papier qui a été fait, où en fait, ils avaient des échantillons de sang de patients atteints de mélanome avant le traitement par immunothérapie et après traitement par immunothérapie. Et quand vous regardez, en fait, le nombre de chips ne change pas. C'est exactement pareil avant, après traitement. Et la fréquence allélique des chips ne change pas. Donc l'immunothérapie ne semble pas avoir d'incidence sur l'augmentation de ces chips.
Et ça se ressent derrière, et les patients ne font pas plus de maladies myéloïdes. Est-ce que c'est vrai pour tout? Nous, on s'est intéressé récemment aux PARP inhibiteurs. Les PARP inhibiteurs, c'est un super traitement dans le cancer de l'ovaire, notamment parce que c'est associé après la chimiothérapie, c'est donné dans les hauts risques d'ovaire après la chimiothérapie, et ça augmente de façon majeure la survie des patients. Donc ça, c'est vraiment super. Mais nous, on a regardé dans des populations de patients traités pour les cancers de l'ovaire qui avaient reçu ou pas des PARP inhibiteurs. Et vous voyez à gauche, les petits carrés, c'est les patients, et puis quand c'est en violet, c'est qu'il y a des chips. Vous voyez qu'en fait, en gros, toutes les patientes qui ont eu, une majeure partie des patientes qui ont eu des PARP inhibiteurs ont des chips, alors que l'autre partie n'en a pas beaucoup. Et quand on regarde ces chips, il y a beaucoup de chips sur des mutations des gènes de la réparation comme P53. Et puis vous voyez qu'il y a certains patients qui ont vraiment beaucoup de mutations. C'est-à-dire, je sais pas, le patient 1, par exemple, elle a 7 mutations dans son sang. Bon, je ne sais pas ce qui va devenir plus tard de cette patiente. Donc un très bon traitement, mais peut-être un surrisque d'hémopathie, et ça a été montré dans les études épidémiologiques. Effectivement, les PARP inhibiteurs qui sauvent des vies, il faut continuer à les donner, ça sauve vraiment des vies. Mais il y a un peu plus d'hémopathie induite chez les patients qui sont traités par PARP inhibiteurs que chez ceux qui n'en ont pas. Donc il faut être vigilant dans cette population. Et puis nous, mais comme d'autres, on a montré en fait que effectivement, c'est probablement la chimiothérapie qui fait expandre un peu ces chips. Et puis le PARP inhibiteur entraîne peut-être un second événement qui fait que ça progresse et que les patients font la leucémie aiguë ou la myélodysplasie. Il faut faire attention, c'est sans doute pas le PARP inhibiteur tout seul. Toutes ces patientes, elles ont des alkylants avant. Donc c'est vraiment l'association. On sait que maintenant, ces traitements vont être donnés dans beaucoup de cancers, et notamment la prostate. Et il est fort probable qu'on n'ait pas du tout le même problème parce que ça sera donné juste en monothérapie et qu'il n'y aurait pas eu quelque chose qui fait expandre déjà un clone avant. Un autre traitement qui est donné dans des tumeurs assez rares, qui sont les tumeurs neuroendocrines, c'est de la radiothérapie interne vectorisée. En fait, les cellules tumorales ont des récepteurs à la somatostatine, et donc il y a un radiotope, un isotope, qui est relié à un analogue de la somatostatine et qui va se fixer sur les cellules tumorales et qui détruit les cellules tumorales, et c'est censé être un traitement ciblé. Et c'est un traitement d'intérêt parce qu'il améliore la survie sans progression de ces patients. Mais c'est des patients qui ont une survie qui est assez longue. Donc c'est des patients chez qui on n'a pas envie d'avoir beaucoup d'événements secondaires. Et malheureusement, ça a été montré qu'il y a un peu plus d'hémopathie secondaire chez ces patients traités par radiothérapie interne vectorisée. On a un peu plus de 2% d'incidence. Et ça arrive assez rapidement et c'est plutôt de mauvais pronostics. Donc nous, on avait regardé à Gustave Roussy sur 200 patients qu'on avait traités par ce traitement, et effectivement, on trouve une incidence autour de 3%. Donc c'est plus que ce que je vous ai dit initialement. Et donc on a fait un travail qui n'est pas fini encore, mais là on a fait sur une 60aine de patients et maintenant on en a 150, de patients traités par la radiothérapie interne vectorisée ou non. Et clairement, comme vous le voyez en haut, les patients qui ont de la radiothérapie interne vectorisée, les petits points en couleur, c'est les chips, ils ont beaucoup plus de chips que les patients qui n'ont pas la radiothérapie interne vectorisée. Donc on peut penser encore une fois que le traitement entraîne une sélection de chips, et encore une fois, tous les patients ne vont pas faire la leucémie aiguë induite derrière, mais enfin, ils ont plus de risques. Donc pour cette partie, vous voyez que un des gros facteurs contributifs de l'expansion des chips, c'est la chimiothérapie, les traitements par chimio-radiothérapie. Alors pour revenir au départ, là j'ai parlé d'hémopathie induite, mais enfin il y a quand même beaucoup plus de décès par cause cardiovasculaire. Ça c'était assez inattendu, ça c'est moins mon domaine, mais enfin quand même j'en parle un peu. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement il y a sans doute des chips comme TP53, PPM1D, CHEK2 qui sont responsables d'hémopathie induite, mais DMT3A, TET2, A6XL1, c'est plus responsable d'une inflammation chronique chez les patients, et ça entraînerait sans doute d'autres choses. Et ce qui a été montré, c'est justement que ça entraîne des problèmes cardiovasculaires. Donc dans des cohortes de patients qui étaient à haut risque de faire des pathologies cardiovasculaires, ils ont screené les chips,
Et ils sont aperçus que les gens qui avaient des chips avaient 4 fois plus de risques de faire des infarctus du myocarde dans ce papier Princeps ou d'avoir de l'athérosclérose. Ce n'est pas toutes les chips, principalement de JAK2, on s'en doute un peu, parce qu'on sait que JAK2, ça donne ce type de problème, mais c'est des chips d'épigénétique. C'est restreint, encore une fois, à la fréquence allélique à plus de 10%. Il faut quand même qu'il y ait un contingent de mutations qui soit significatif. Et c'est principalement en dehors de JAK2, DMT3A, TET2. Et en fait, il y a un très beau papier sur des modèles de souris. Alors vous allez voir, les pauvres souris, là, elles ont été testées un peu pour tout dans les chips. Mais il y a un modèle de souris TET2 où on a vraiment montré que ces souris avaient plus d'athérosclérose que les souris non TET2. Et puis, ce qui a été montré aussi, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu un essai clinique qui a été mis en place pour diminuer le risque de pathologie cardiovasculaire dans une population à haut risque, qui est un anticorps anti-IL1B, qui s'appelle le canakinumab. Et en fait, c'est un anti-inflammatoire, en gros, quoi. Et il a été montré dans cette étude, dans une sous-étude, que les patients qui ont des chips TET2 bénéficiaient beaucoup plus de ce traitement que les patients qui n'ont pas de chips. Donc, traiter avec un anti-inflammatoire les patients qui ont des chips diminue le surrisque que ces patients ont. Et dans des données de la UK Biobank, ça a été montré aussi que les gens qui ont un déficit constitutionnel ont une production d'IL6 moins importante, qui est une protéine inflammatoire aussi. Les gens qui ont moins d'IL6, eh ben, ils font moins de pathologies cardiovasculaires. Donc en fait, il y a une sorte de lien entre les chips, probablement, les événements cardiovasculaires et l'inflammation. Alors après, on va mettre de la chip un peu partout. Hein. Donc là, ça a été montré que c'est un très beau papier aussi qui a été publié, je pense qu'il y a 2 ans, où ça a été montré que les patients qui ont de l'insuffisance respiratoire chronique ont plus de chips. Alors là, c'est un peu dur parce que les souris TET2, on les a fait fumer. Et on s'est aperçu que quand les souris TET2 fument, elles ont plus d'emphysème que les souris qui fument qui ne sont pas TET2. Donc, vous voyez encore un rôle des chips sur l'apparition de ces problèmes respiratoires chroniques. Et alors là, après, les souris, vous pouvez leur faire plein de choses. Hein. Il y a des papiers sur la goutte. Alors c'est chez les hommes aussi, hein, enfin chez l'humain aussi. Hein. Quand on a une goutte, on a plus de chips. Quand on a des chips, on est plus gros. Et ça marche aussi sur les souris, elles sont plus grosses. Et on a plus d'ostéoporose. Donc il y a de plus en plus de papiers qui sont en train de sortir sur les rôles des chips, sur plein de problèmes. Mais ça tourne toujours autour, le mécanisme tourne toujours autour de l'inflammation en fait. C'est en gros, la mutation, c'est souvent TET2, parce que c'est le modèle qui est le plus connu, va entraîner une inflammation qui entraîne ces complications. Alors, ça peut arriver que la chip, ça ne soit pas quelque chose de négatif. C'est rare, mais ça peut arriver. Et ça nous intéresse en hémato, parce que dans les greffes de moelle, ça a été montré que chez les patients qui sont donneurs de greffes de moelle, ils ont des chips. Hein. Plus ils vieillissent et plus ils ont des chips, ça paraît logique. Mais de façon intéressante, quand ils ont des chips, ça permet un meilleur engraffement. Il y a un peu plus de GVH, mais les patients, le receveur, survivent mieux. Donc en fait, là, c'est un avantage positif de la chip chez ces patients qui ont une meilleure survie que quand le donneur n'a pas de chip. Alors attention, à très long terme, c'est peut-être pas très bon, parce que peut-être qu'à très long terme, il y aura des soucis, mais bon, si on a vu les événements arriver dans 10 ou 20 ans, déjà, ça arrivera beaucoup plus tardivement. Et encore une fois, c'est lié à l'inflammation. C'est un peu plus d'inflammation chez ces patients. Alors après, du coup, je vous ai dit, hein, il y a, en gros, on regarde maintenant dans les hépatopathies chroniques, vous avez l'ostéoporose, je vous l'ai dit, vous avez la goutte, enfin, bref, les chips sont retrouvés dans plein de pathologies, et souvent négatifs, sauf le fait d'avoir des chips, ça diminue les maladies d'Alzheimer. Donc si on prend un truc positif, il y en a un, c'est celui-ci. Je ne sais pas si c'est très positif, ça diminue la gravité des maladies d'Alzheimer, mais bon. Donc c'est un versus plein d'autres problèmes associés. Mais vous voyez, donc toute cette partie-là dont je vous ai parlé,
c'est l'idée de chip et inflammation. Alors, c'est un peu qu'est-ce qu'est l'œuf, qu'est-ce qu'est la poule, hein, parce que est-ce que c'est l'inflammation qui augmente les chips et qui entraîne les pathologies derrière, ou est-ce que c'est la chip qui entraîne de l'inflammation et qui entraîne la pathologie? On ne sait pas trop, quoi. Je pense qu'on n'a pas la réponse, mais je pense que c'est les deux, hein. C'est toujours un peu pareil, et que c'est un phénomène qui intéresse le cardiovasculaire, mais probablement que c'est les mécanismes identiques dans ce qu'est les hémopathies induites. Alors pour finir, c'est aussi bien beau tout ça, mais est-ce que les chips, ça existe? Est-ce que ça existe dans la vraie vie, quoi? Parce que là, c'est que des papiers de recherche. Alors en fait, oui, ça peut exister dans la vraie vie, c'est rare, mais c'est vrai qu'à Gustave Roussy, pour le coup, nous, on en voit pas mal. Pourquoi? Parce qu'on peut en trouver de façon inattendue, sans les chercher. C'est-à-dire qu'on a dit, on a vu, on ne peut pas screener la population générale, parce que c'est impossible à faire, mais on peut en trouver sans le vouloir. Et on a monté une consultation spécifique de cytopénie post-cancer il y a maintenant quelques années sur le site, et de temps en temps, notamment, comme je vous ai parlé tout à l'heure pour les patients atteints de PARP inhibiteurs, c'est un peu difficile de faire la différence entre une hémopathie induite et des cytopénies standards. Et donc, sur les patients, par exemple, traités par PARP inhibiteur, on avait un tiers de patients qui avaient des hémopathies induites, mais les autres patients qui n'étaient pas malades, on avait fait du NGS parce qu'ils avaient des cytopénies profondes, et on a la moitié de ceux qui n'étaient pas malades qui ont des chips. Donc, vous voyez qu'on peut découvrir des chips sans le vouloir en faisant un bilan de cytopénie. Si on fait du NGS, évidemment, ce qui n'est pas donné à tous les centres et à tout le monde. Et puis à Gustave Roussy, nos collègues d'oncologie, depuis 3-4 ans maintenant, ils font du self-read. Il y a aussi beaucoup d'hémopathie lymphoïde avec les CAR-T, dont je n'ai pas parlé. Et puis à l'inverse, chez les patients qui sont référés au niveau de la biopsie liquide, c'est des gens avec des cancers un peu plus avancés. Et là où il y a des cibles thérapeutiques, donc beaucoup de cancers du poumon, des cancers colorectaux, et du coup un peu plus d'hommes dans cette population. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que il y a beaucoup de chips, hein, vous voyez, DMT3A, TET2, ACXL1, chez les patients référés par les RCP moléculaires d'oncologie, avec des fréquences alliques très élevées. Hein. Vous voyez, la fréquence allique, on tourne autour de 20% de fréquence allique, donc c'est des vrais chips, hein. Ce n'est pas des chips à faible niveau. Il y en a à faible niveau, mais celles qu'on discute sont à haut niveau. Et puis dans les cytopénies post-cancer, ce qu'on s'aperçoit, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hein. Là, on voit beaucoup plus de PPM1D et de PP53. On est à 15-20% pour chacun de ces mutations. Donc on met en évidence des mutations dites à haut risque. Les fréquences alliques sont plus faibles, mais c'est des patients à haut risque de faire des hémopathies. Et quand on regarde les scores dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux score pronostic des hémopathies induites, des hémopathies par induite, des hémopathies dans la population générale, je vous avais dit qu'on est à 0,6 pour 1000 d'incidence. Donc ce sous-groupe de patients à haut risque, ça représentait une frange assez faible de la population. C'était moins de 1% des gens qui avaient des chips. Et nous, vous voyez que les populations à haut risque, là, elles sont de 4 à 16%. Les patients cytopéniques post-cancer, ils sont à 16% à haut risque de faire des hémopathies. Là, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a un patient sur 5 qu'on détecte, même si ce n'est pas beaucoup de patients, mais qui est à haut risque. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait dans les recos? Les gens qui ont été détectés via les biopsies liquides, certains on les adresse en consultation d'hémato, puis on s'aperçoit en fait qu'ils ont déjà la maladie hémato. En fait. On croyait que c'était des chips, puis en fait ils étaient déjà malades. Donc on a fait des diagnostics de LMMC, de MDS ou de thrombocytémie essentielle. Et puis ceux qui n'étaient pas malades, qui étaient suivis pour des cytopénies post-cancer, là on a 6 mois de follow-up et on a déjà des hémopathies qui apparaissent, 2 myélodysplasies, une LMMC. Donc on voit bien qu'il y a des patients qui sont vraiment à haut risque d'avoir les pathologies secondaires. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces patients? Ça peut être éventuellement une opportunité, ça, de détecter ces gens-là. Et du coup, alors si on ne peut pas les traiter aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas faire des programmes de recherche? Et c'est ce qu'on est en train de monter, nous, sur Gustave Roussy. Et on a designé un programme de recherche où on va suivre ces gens à haut risque de chip, mais de façon très rapprochée, grâce à la recherche, en leur donnant du NGS, du SNPRE, plein de techniques moléculaires de suivi. C'est de la recherche pure, hein, mais les intégrer dans ces programmes pour essayer de comprendre pourquoi ces gens-là vont transformer et avoir des biomarqueurs de transformation, savoir à quel moment ils ont le risque de transformer. Parce que ce n'est pas la même d'avoir un risque à 1 an ou à 10 ans. Quand vous avez un cancer, ce qui va vous arriver dans 10 ans, ce n'est pas trop le problème. Mais si ça vous arrive dans 1 an, ça peut moduler vos traitements du cancer.
et ce protocole va commencer. Donc pour finir, positivement sur tout ce que je vous dis sur les chips, en fait, peut-être que les chips, c'est une opportunité pour prédire l'avenir et traiter les gens avant qu'ils soient malades. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est les facteurs cardiovasculaires sur lesquels on peut travailler assez simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, vu qu'ils ont des facteurs de risque cardiovasculaires, ces patients-là, rien que les envoyer voir un cardiologue ou quelqu'un pour la tension, le diabète, enfin bref, des choses assez simples, on peut déjà faire ça. Et puis probablement dans les années à venir, on pourra traiter ces gens-là. Il y a un essai en cours avec le fameux canakinumab, là, qui est l'anticorps anti-L1B aux États-Unis, où ils traitent des cytopénies clonales à haut risque avec ce traitement. C'est une phase 1, c'est pas beaucoup de patients, mais en espérant qu'en diminuant l'inflammation, on diminue la transformation. Et comme je vous ai dit au début, moi quand j'ai commencé à faire de la leucémie, je pensais peut-être arriver à guérir les gens, éventuellement avec des cachets, sans qu'ils soient hospitalisés pendant des semaines dans des secteurs protégés. On n'y est pas encore, mais peut-être on va y arriver. Mais jamais j'avais pensé qu'on pourrait prévenir les leucémies. Peut-être que dans les 5 ans à 10 ans à venir, on aura des premiers papiers qui montreront qu'en traitant les gens avant d'être malades, on les empêche d'être malades. Et ça serait un truc assez extraordinaire dans ces pathologies qui sont pour l'instant assez incurables. Donc voilà, un grand merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que ce n'était pas trop long et pas trop difficile d'approche. Je veux quand même remercier tous les gens qui travaillent avec moi là-dessus, parce que travailler sur les chips, vous comprenez bien que ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, parce qu'il faut vraiment plein de gens. Il faut des hématologues, mais il faut des gens qui font du vasculaire, il faut des gens qui font de la biologie, il faut des gens qui font du moléculaire, il faut des gens qui font de la cancérologie dans notre centre. Et donc vous avez besoin de toutes ces personnes pour arriver à mettre en place des projets, et pour que demain, ce qui est de la recherche, je suis d'accord que ça ne parle pas aujourd'hui en routine, c'est évident, on est vraiment dans des choses qui restent quand même de la recherche, mais il n'empêche, c'est comme ça qu'on avancera, et que demain, dans la routine, on amènera les choses. Et voilà, donc un grand merci à la CHIC Team, l'équipe d'hématopoïèse clonale dans le cancer, qui travaille avec moi là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, professeur Nicole, pour cette présentation vraiment très passionnante qui nous ouvre une petite fenêtre sur un avenir très promettant. Notre présidente nous autorise une seule question dans la salle, s'il y en a, parce qu'il y a le docteur Assad qui doit prendre son vol, je pense. Oui. Oui, Madame Costa. Merci beaucoup pour cette excellente présentation, très futuriste. J'ai 2 petites questions. La première, l'inflammation et chip. Est-ce qu'il y a une place pour l'infection dans comme les modèles qu'on a connus, le BV, Hodgkin, etc. La deuxième, c'est concernant, on voit avec les chips beaucoup de pathologies myéloïdes, un peu de lymphome. Pourquoi pas les leucémies aiguës, lymphoblastiques, bien sûr. Merci. Alors après les infections, en fait ce qu'on pense, c'est que l'inflammation, c'est plus l'inflammation chronique que l'inflammation aiguë qui permet l'expansion des clones. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de papier sur des infections aiguës qui seraient responsables de l'expansion, mais les facteurs environnementaux sans doute participent au développement des chips. Et donc en fait, pour l'instant, c'est que rétrospectif, mais quand on aura du suivi prospectif des gens, ça se trouve qu'on montrera que ceux qui font plus d'infections au long cours ont plus d'expansion des clones. Donc c'est possible, mais en tout cas, il n'y a pas de cause directe qui a été mise en évidence. Sans doute parce que c'est des choses qui mettent du temps à s'expandre. Ce n'est pas un événement aigu qui entraîne les choses. Et la deuxième question, c'était sur les hémopathies. Vous avez un peu raison qu'effectivement, on avait dit myéloïdes. On voit bien qu'en fait, il y a du lymphoïde aussi. Alors les LAL, ce n'est pas exactement les mêmes mécanismes. Et c'est très rare comme pathologie. Donc vous mettez du rare sur du rare. Pour l'instant, c'est difficile à mettre en évidence, mais il y a un très beau papier, vous avez parlé des LL cet après-midi, par l'équipe, je ne sais pas si c'est Vaïd ou l'équipe de Saint-Louis, je crois que plutôt l'équipe de Saint-Louis qui avait travaillé là-dessus, en montrant qu'en fait, il y a des clones P53 présents dans les LAL, même à la rémission. Donc peut-être qu'il y a un rôle des chips dans ces pathologies, mais ça n'a jamais été montré sur des grosses études comme il y a pour l'instant, mais c'est possible, il n'y a pas de...
il n'y a quelque part pas de raison qu'il n'y en ait pas. Après, c'est du rare sur du rare. Merci encore. Merci beaucoup à vous. On appelle